Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je m'excuse par avance, la caméra va vraiment être, ça va être compliqué de rentrer dans le champ le colis parce que là vraiment, je viens de recevoir le premier colis d'abonnés sur la chaîne. Alors il est véritablement Énorme! donc rien que pour vous donner un ordre d'idée, il fait 6 kilos le machin. Combien? Et je vais vous montrer, c'est assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va commencer par ça. Ah oui, d'accord. Un tripolaire de PC portable. Alors. Ah oui, d'accord, ok. Il a mis la loupe à se balader. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est une loupe qui se met sur... voilà, sur ce truc-là. Alors, il est en petits morceaux, mais c'est pas grave. On le recomplétera. Donc ça s'appelle une troisième main. Le but de ce petit accessoire qui est là, c'est un accessoire assez classique en électronique, c'est de pouvoir avoir une main de libre pour pouvoir, par exemple, ça se situe comme ça, donc il y a deux petites pinces avec un système articulé, et en gros, ça permet par exemple de venir pincer deux fils de chaque côté, de venir les rassembler pour pouvoir ensuite faire sa soudure. Donc c'est à ça que ça sert en partie, et la loupe, c'est quand justement on veut pouvoir aller faire des petites soudures sur des trucs précis. Alors, bien sûr, ça, certes, c'est un truc de débutant, mais c'est super pratique d'en avoir un parce que quand on a un qui lâche, t'es bien content d'en avoir un deuxième. Et ça tombe très bien parce que j'ai exactement le même modèle et justement, le mien, il a cette partie ici au niveau de la pince croco qui est abîmée, donc ça tombe très bien. On va pouvoir, avec les deux, on va pouvoir en refaire un. Et par la suite, de toute façon, j'en achèterai un beaucoup plus élaboré. Mais c'est bien, ça va déjà me permettre de me dépanner. Alors ensuite, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors ça, c'est une souris Logitech, la G502. Alors elle est en petits morceaux. On va essayer de la... On essaiera de la réparer. Elle a l'air complète, donc c'est super. Donc il y a des petits morceaux qui se baladent là. Oula. Oula, oula. Ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est les petites parties qui servent à verrouiller les nappes. Et ça, si ça se balade, c'est pas tellement bon signe. Alors, est-ce que ça fait partie de la souris? Je ne sais pas. Ah oui, si, d'accord. Il les a carrément arrachés. C'est honteux! Alors, je vais vous montrer comment on fait dans ce cas-là. En plus, c'est bien parce qu'il les a... certes, il les a arrachés, mais ça va. Dans son erreur, il a pas été... Disons que c'est réparable. Donc, je vous montre. Donc là, on a le PCB qui correspond à la souris, à la G502. Et en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, cette pièce beige qui est au bout de mes doigts, elle doit être sur la partie noire et on ne doit pas la détacher. Normalement, c'est une pièce qui se lève donc pour déverrouiller la nappe. Et normalement, cette petite partie-là, elle doit être dessus et on n'a pas besoin de la retirer comme ça à ce point-là. Là, alors je sais pas, il le savait peut-être pas. Donc au passage, s'il regarde, il va le savoir. Donc, en gros, je vais essayer de la replacer. Voilà, tic. Impeccable. On a entendu le petit clic. Et donc voilà, donc en fait, quand vous avez ce genre de connecteur comme ça, vous levez légèrement de chaque côté ici, pas trop, parce que là, littéralement, voilà. Vous insérez votre nappe et vous rappuyez pour verrouiller. Donc là, pour pas perdre le deuxième, on va le mettre tout de suite, comme ça évitera de paumer des petits bouts. Parce que c'est quand même une souris relativement qualitative quand même, donc ce serait dommage de poser ça dans un coin et puis après de complètement oublier et de perdre des petits bouts. Voilà, nickel. Voilà, donc là, je l'ai à peu près bien verrouillé. Alors, ce que je vais faire dans ce cas-là, pour éviter... Parce que vu que le clip, normalement, le petit truc que je viens de remettre, normalement, il doit tenir, hein. Mais vu que là, il y a de grandes chances... Non, ça va. Mais bon, dans le doute, ce que je vais faire, pour éviter de le paumer, je vais mettre un petit scotch sur chacun d'entre eux, pour éviter de perdre ce petit système de verrouillage, parce que si on le paume, alors là, c'est galère de chez galère. Voilà, donc comme ça, on sera tranquille. Donc normalement, on a à peu près tout.
Ouais, il y a même les vis, il y a tout ce qu'il faut. Donc normalement, on devrait pouvoir la recompléter. J'espère parce que ce serait cool. La petite subtilité sur cette, souris-là, alors, qu'on retrouve notamment sur, des souris de cette gamme-là, parce qu'elle coûte quand même un petit peu cher celle-ci, hein. Pour info, j'ai exactement la même et j'en suis très content. En fait, on a des poids ici et donc ces poids, ils vont servir à sélectionner la lourdeur, si je puis dire ça, enfin la dureté et cetera, en fonction du nombre de poids qu'on met. Alors là, par exemple, il y a tous les poids qui sont présents, mais on peut très bien choisir de retirer un poids à un endroit précis et en fait, ça permet de comment? De, mmh, de customiser la souris pour la rendre, plus ou moins agréable à son poignet. C'est un petit peu de la customisation à l'extrême, mais j'avoue que c'est assez sympa. Il y a notamment d'autres marques où on peut, par exemple, carrément, il y a cette partie-là qui peut se remonter ou se redescendre. Je crois que c'est, je sais plus la marque en question, mais bon, ceux qui voient de quoi je parle, ils comprendront et on peut, augmenter ou diminuer la distance entre cette partie-là, entre la partie haute et basse. Ça permet, si on a des grandes mains, de pouvoir, avoir vraiment un truc littéralement à sa main, donc c'est vrai que c'est super confortable, donc voilà. Allez, on passe à la suite. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'en ai entendu du bon et du moins bon, donc je voulais absolument me faire mon avis. Et étant donné que c'est vraiment hyper cher comme objet, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors voilà, petite surprise, un Alienware. Hop là, alors je vous le montrerai un tout petit peu plus tard en grand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, sympathique. Très sympa ça. Intel Core i7 de 8e génération, ok. Alors vous inquiétez pas, je vous en ferai une vidéo dédiée, parce que je vais avoir pas mal de choses à faire dessus. On fera le remplacement de l'écran, le remplacement du clavier et de la batterie. Et j'en profiterai également pour vous montrer comment on fait pour remplacer la pâte thermique, pour graisser les ventilateurs à l'intérieur. Oui, ça se fait. Il y en a qui ne le savent pas, mais ça se fait. Et dépoussiérer tout ça, comme on l'a fait dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien ici. Voilà, donc là, ça va être pour un PC portable, donc ça tombe très bien. Surtout que c'est pareil, je vais vous montrer comment on remplace un écran de PC portable. C'est super simple. Majoritairement, du déclipsage et que quelques vis. Vraiment. Et après, un connecteur à enlever. On a cette prise-là, en fait. Donc c'est une prise Ethernet. Et en fait, normalement, sur ce type de prise Ethernet, on a un petit rabat juste ici qui n'est plus là. Donc j'essaierai de trouver un moyen de réparer cette prise Ethernet parce que du coup, ça veut dire que quand on insère le câble, il n'y a plus la possibilité de s'accrocher et de se verrouiller. Normalement, on doit avoir une petite trappe comme ça juste ici, là. Tac. Et du coup, en insérant le câble Ethernet, ça verrouille le câble. Sauf que vu qu'on n'a plus le système de verrouillage, bah, du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus verrouiller le câble et donc c'est casse-pied. Et donc, si je distingue bien, oui, d'accord, c'est ça. Donc, en fait, alors moi, je le vois, vous ne le verrez pas. Mais je distingue déjà un système avec double ventilateur. Donc, il y en a un juste ici et il y en a un deuxième juste là. Et à mon avis, c'est parce qu'il doit y avoir, on le verra la prochaine fois, mais à mon avis, il doit y avoir un gigantesque système de refroidissement, parce que c'est un PC donc orienté professionnel et gamer, surtout gamer je pense. Et en général là-dessus, sur ce type de PC portable, alors celui-là il coûte une fortune, hein, les Alienware ils sont pas réputés pour leur prix pas cher, ça c'est sûr. Et donc du coup, on verra un petit peu si c'est bien fichu, je vous donnerai mon avis. Déjà ce qu'on peut voir c'est que la ventilation n'a pas l'air trop poussiéreuse. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, à savoir que donc cette marque Alienware appartient à Dell. D'ailleurs, on le voit tout de suite. Enfin, moi qui ai l'habitude des PC portables Dell, et pas que, eh ben, on se rend compte... Alors, c'est l'autre côté. On se rend compte que on a... c'est où sur ce modèle-là? C'est derrière. Voilà, on se rend compte qu'on a de la prise d'alimentation qui vient de chez Dell, mais qui est aussi compatible avec les HP. Alors là, il y a un connecteur, là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me demande si c'est pas un format propriétaire.
Là, on a du type C. Là, c'est un mini DisplayPort. Alors, comment je le sais? Parce que là, on voit bien le petit logo DisplayPort. Et en fait, ça ressemble énormément à pas mal de choses, par exemple des prises USB, ce genre de choses, mais d'un ancien format. Donc on pourrait un petit peu se tromper, mais quand on voit DisplayPort ici, donc je vous montrerai ce que c'est un petit câble, à l'occasion, un petit câble DisplayPort. Et en plus, à côté, on a de ça un HDMI. Alors, à savoir, bien entendu, que globalement, quand on a le choix, en règle générale, hein, quand on a le choix entre DisplayPort ou HDMI, bien sûr, il faut toujours privilégier le plus possible, dans la mesure du possible, le DisplayPort, parce que le DisplayPort est beaucoup plus permissif sur pas mal de choses, etc. Et quand même relativement plus haut de gamme que l'HDMI. Donc en gros, l'HDMI, c'est quand on a que ça. Et quand on peut choisir entre l'un ou l'autre, vaut mieux privilégier le DisplayPort. Et là, le truc, c'est que le DisplayPort, il est en mini. Donc, il faudra probablement, si on voulait s'en servir en full DisplayPort, un petit adaptateur mini DisplayPort vers DisplayPort standard. Voilà, donc pour finir de faire le tour, donc on a deux prises USB estampillées SS. Donc SS c'est pour Super Speed, donc ça doit être de l'USB 3. Donc ensuite, comme on l'a vu, donc on a la prise Ethernet abîmée ici. On a encore, ouais, il me semble bien que ce soit une prise USB 3 aussi, celle-ci, je vois. Ouais, peut-être. Prise casque. Seulement casque, parce qu'il y en a qui sont combo casque et micro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Donc bien sûr, sur ce type de PC portable, on a le clavier rétroéclairé. Alors ça, sincèrement, moi je trouve ça super. Parce que quand on est dans le noir et qu'on veut commencer à... Je sais pas, imaginons, on est dans une pièce où on veut être... voilà, un peu je sais pas, pour jouer aux jeux vidéo, on veut être dans une pièce sombre, etc. Bah, le fait d'avoir le clavier qui soit rétroéclairé, c'est vachement sympa. Bon bah voilà, donc ça c'est bon. Et il nous reste encore quelques petites choses dans le fond. Ok, donc ça d'accord, donc ça c'est le bloc d'alimentation du PC. Ah ouais, 180 watts. Watts. Waouh. Ok, ça c'est ok. Pas mal du tout. Ok. 19,5 volts et 9,23 ampères. Oh, waouh. Ah oui, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, d'accord. Donc ça, voilà. Ça, c'est le fil de la G502 qui a été littéralement martyrisé. Oh là là, il m'a même fait des nœuds. Mon Dieu, la catastrophe. Ok, super. Donc là... Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est le connecteur USB qui est complètement... Il est complètement niqué. Alors, je pourrais, hein, entre guillemets, réparer le câble, etc. Mais à mon avis, on va très probablement le changer. On récupérera quand même le petit scratch là parce qu'il est bien pratique. Mais à mon avis, au vu de l'état général du câble, on testera un petit peu les continuités. Mais à mon avis, il y a de grandes chances qu'on réadapte ça parce que là, au vu de l'état du... Non mais c'est un truc de fou. Non mais qu'est-ce qu'il fait avec son matos, quoi? Oh, mon Dieu. Tu fais du frisbee avec ou... Bon, bref. Si tu me regardes, faudrait peut-être que tu sois un petit peu plus doux avec ton matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, yes! Ok, ça marche. Ok, d'accord. Alors, ça tombe bien, ça aussi. Je voulais vous en parler. Alors, ça, c'est un pied tout à fait standard chinois qu'on retrouve un peu partout, sur AliExpress, etc. Et je vous expliquerai comment faire, parce que ils ont ces petits pieds-là des petits inconvénients pour lesquels beaucoup de personnes se plaignent, notamment le fait que, voilà, que ça fait un peu de bruit. Et ben, je vous montrerai, il y a une petite astuce pour éviter ce type de désagrément, on va dire, voilà, quand on bouge par exemple son bras sur un...
et qu'un micro est installé dessus, etc., qu'on pivote, etc., vous verrez que ça fera des bruits désagréables, mais je vous montrerai comment faire pour masquer ces bruits-là. Vous verrez, c'est tout simple. Et je suis d'ailleurs étonné que personne ne l'ait jamais montré en vidéo. Et ensuite, pour le pied, ça c'est pareil, je vous en ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer... Ah yes, pour vous expliquer les différentes qualités, parce que ce qui va grandement faire la différence sur ces bras-là, c'est le pied. Et je peux vous assurer que celui-là, c'est un modèle qui est moins répandu. Quand on vous vend ce bras-là, on vous mettra rarement ce pied-là, cette fixation-là qui est beaucoup plus qualitative qu'une autre. Et ça va jouer un rôle très important sur comment le bras... comment va réagir le bras par rapport aux vibrations, etc. Parce que je peux vous assurer que moi, j'avais commandé des bras comme ça, avec des fixations qui sont vraiment pas ouf. Et vous verrez que celui-là fait vraiment partie des meilleures fixations qu'on peut mettre sur ce type de bras. Donc vous verrez, je vous expliquerai les petites nuances, les petites subtilités. Et ça, c'est pas très grave, hein, cette partie-là qui est tordue, on la redressera avec avec un étau. Et si jamais vraiment on a besoin de remplacer cette partie-là, il n'y a pas de problème, j'ai de la pièce détachée au besoin. Voilà, donc ça c'est nickel. Alors après, ce type de bras-là, il reste quand même relativement utilisable. Maintenant, ce qui va vraiment faire la diff, c'est quel poids vous allez mettre au bout de la fixation là. Parce que c'est pareil, il y a différentes rotules, etc. Donc je vous expliquerai tout ça en détail. Mais à partir du moment où l'objet qu'on va mettre dessus n'est pas trop lourd, théoriquement, ça va le faire. Si par contre on commence à mettre des objets vraiment très lourds, bon bah là, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais globalement, si c'est des trucs relativement légers, ce bras-là peut largement suffire. Un autre petit point qui reste quand même important à souligner, c'est que complètement déplié, ça reste pas très, enfin, il n'y a pas une grande distance, ce qui fait que bah, là, typiquement, par exemple, moi, je vous filme avec ce plan-là, je vous le filme avec une Canon Legria, donc pas la gamme G, hein, vraiment la gamme Monsieur Tout le Monde, hein, c'est-à-dire voilà, elle fait du 1080p, etc. Et comme vous le voyez, eh ben, la distance focale est bah, disons que c'est déjà hyper zoomé, alors que je suis au plus bas. Je sais pas si je m'exprime bien. Et je vous montrerai un petit astuce sur certains modèles pour rectifier ça. Et un autre truc que je ferai très prochainement, c'est que je vais acheter un bras qui va du coup monter beaucoup plus haut, ce qui ferait que vous aurez un point de vue qui va ressembler par exemple à peu près à ça. Voilà, où on sera déjà nettement plus haut. Ça donnerait quelque chose comme ça qui sera beaucoup plus agréable quand vraiment on a des colis très très hauts. Là pour le moment je fais avec ce que j'ai. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que bah ouais, ces pieds-là, bah, et voilà, ils ont des petits défauts, mais globalement, voilà, si ça peut correspondre à ce que vous avez besoin, voilà, parce que voilà, ils sont pas mauvais en soi, mais il faut être conscient de leurs petits inconvénients, et puis c'est tout, quoi. Alors là, pareil, hein, là on voit que c'est un Screenyware, mais faut vraiment pas se fier à la marque là, parce que c'est vraiment du pied générique. Là, c'est un autocollant Anywhere, ils auraient très bien pu coller un autocollant Monsieur Tartampion, que c'était pareil. Voilà. Donc, ensuite, on a, alors ça c'est pareil, je vous en ferai une petite vidéo dédiée. Donc on a ça qui est alors c'est un filtre qui permet de me retirer ce qu'on appelle les plosives. Alors c'est pareil, tout ça je vous l'expliquerai la prochaine fois. Donc, faut savoir que ce type de filtre peut s'utiliser sur beaucoup de types de micros. Alors pas seulement les micros pour lesquels on est habitué à les voir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les micros large membrane. On peut aussi les utiliser avec des micros de type main, c'est-à-dire les micro-mains. Alors il y a un autre terme que je n'ai plus en tête que j'inscrirai, donc je ne sais plus si c'est dynamique ou statique. Mais en gros, donc ce type de micro. Alors au passage, ça marche génial. Ce micro-là coûte 40 balles. Il est vraiment génial. Rapport qualité-prix au top.
Et c'est pas un placement produit, bien entendu. Et en fait, donc voilà, on peut très bien utiliser, un micro comme ça et puis on met le filtre, juste devant et ça permet de filtrer les plosives. Voilà, alors l'autre type qu'on trouve souvent, c'est ce qu'on appelle les bonnettes, donc ça. Hop, on met ça dessus. Alors ça, c'est bien quand, on est par exemple, je sais pas moi, à l'extérieur et cetera. Mais vraiment, quand on est en intérieur, je vous conseille beaucoup plus ces filtres-là qui sont beaucoup plus efficaces. Ça, c'est quand vraiment on peut pas faire autrement et qu'on est en extérieur et cetera. Mais si vraiment vous êtes en intérieur et que vous pouvez vous le permettre et cetera, privilégiez si possible ceux-là qui sont beaucoup plus efficaces que ceux-là. Et un autre point qui est important sur les bonnettes-là, si vous voulez savoir, on va dire entre guillemets la qualité de filtrage de la bonnette, vous regardez le fond de la bonnette à la lumière et vous regardez si vous voyez la lumière à travers. Si vous voyez la lumière à travers, ça veut dire que la densité n'est pas suffisante et c'est ça qui fait vraiment la différence entre une bonnette qualitative et une bonnette bas de gamme. Et vraiment, ce qui fait la différence, c'est la densité de la mousse. Donc plus la mousse est énorme et avec une grande densité, et mieux ça filtrera. Et si jamais, par exemple, vous avez petite info comme ça, si jamais un jour vous avez ce type de filtre-là, et qu'un jour, par inadvertance, vous avez, je sais pas moi, oui, je pense que c'est pas ce que c'est comme matière, du nylon? Non, pas du nylon. Un peu genre collant de femme, un truc comme ça, là, ce type de matériau. Bah justement, si jamais un jour vous avez je sais pas moi, le tissu, je vais appeler ça comme ça, le tissu qui est abîmé, eh ben, vous pouvez déclipser le contour ici, donc ces deux parties qui sont comme ça, là. Vous déclipsez ces deux parties et vous prenez un collant, et puis vous le remplacez tout simplement. C'est aussi simple que ça. En fait, si je dis pas de bêtises, ça doit être deux épaisseurs de tissu type collant. Et vraiment, vous pouvez même vous en fabriquer un comme ça par vous-même, quoi. Donc après, bien sûr, vous n'aurez pas le bras, et cetera, avec sa fixation, et cetera. Mais ouais, globalement, ça marche beaucoup, beaucoup mieux que les bonnettes comme ça. Donc vraiment, ça dépendra de dans quel lieu vous souhaitez faire des enregistrements, et cetera. Mais je vous montrerai tout ça une prochaine fois en détail. Ah voilà, bah tiens, typiquement, ça tombe très bien. Ah ok, bah dis donc. Alors, pour en terminer rapidement. Donc là, bon, je pense que tout le monde les aura reconnus. Des manettes de PlayStation 3. Donc, de ce que m'en a dit l'ancien propriétaire, en gros, elles ont des petits défauts que je vous montrerai comment rectifier. Parce que ces manettes-là, je les connais bien, j'en ai déjà réparé des quantités. Donc, 4 manettes. Et je vous montrerai comment on fait pour les réparer. Je vous montrerai par exemple comment on fait pour remplacer les joysticks, remplacer en gros ce qu'il y a derrière le joystick, etc. Je vous montrerai les petites pannes connues là-dessus qui sont très faciles à réparer. À partir du moment où on a pigé leurs petits défauts, on peut rapidement les corriger. C'est vraiment des petits trucs tout simples. Et voilà, on vérifiera un petit peu si les batteries tiennent l'autonomie, etc. Je vous montrerai tout ça. Et donc là, on a un micro. Voilà, c'est ça. Donc je crois que celui-là d'ailleurs fait partie des catégories large membrane, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on peut enlever le protecteur? Non, on peut pas. Je regarderai si je peux le réparer. Voilà, donc ça, bon, voilà, hein, c'est le micro qui allait avec le bras. Donc là, par exemple, normalement, on doit avoir ce qu'on appelle un support araignée. Le support araignée, en gros, c'est un peu comme... Enfin là, c'est un espèce de disque en plastique sur lequel sont mis en croisée, entre guillemets, des élastiques. Et c'est pour ça qu'on a ces petites encoches qui sont là. C'est pour justement clipser ces petites encoches qui sont là dans les petites ficelles. Et ça permet en fait de créer comment dire, un genre d'amorti qui permet de ne pas reporter les vibrations, parce que ce type de micro-là est très sensible aux vibrations, etc. Et donc si jamais par exemple on tapote sur son micro, ça va se reporter dans le son, et donc du coup c'est désagréable. Et pour pallier à ce problème, on utilise ce qu'on appelle un support araignée, et donc du coup les moindres vibrations vont être atténuées par le système élastique. Voilà, et on appelle ça araignée, voilà, parce que ça ressemble un peu, je pense, enfin je pense que c'est pour ça, parce que ça ressemble entre guillemets un petit peu à une espèce de toile d'araignée. Et ensuite, pour ce qui est ici, donc ça c'est ce qu'on appelle une prise XLR.
Donc les prises XLR, c'est de la prise, audio professionnelle. Alors, la petite, chose à savoir, c'est que, c'est vraiment super d'avoir une prise comme ça. Parce que, donc là, on le voit bien, il y a 3 broches. Alors pour vous expliquer rapidement, 3 broches, à quoi ça sert? En règle générale, pas tout le temps, mais souvent, les câbles XLR, ils sont, très, comment dire? Très réputés dans le monde professionnel parce qu'il y a 3 connecteurs et il y a un de ces connecteurs qui sert à faire ce qu'on appelle l'annulation de phase. Alors vous allez me dire: «Oh là là, comment ça sortir?» C'est jargon technique. C'est très simple à comprendre. En gros, l'annulation de phase, hein, je vous expliquerai ça pareil dans une vidéo dédiée. En gros, ça permet tout simplement d'annuler ou du moins de fortement atténuer les bruits parasites. Donc à l'inverse, par exemple, d'un RCA, donc par exemple, tout ce qu'on retrouve, par exemple, sur tout ce qui est les systèmes audio et cetera. Donc pour vous situer, c'est, les prises, par exemple, rouge, blanc et jaune. Le rouge et le blanc, c'est, voie numéro droite, voie numéro gauche et le jaune, en général, c'est pour l'image. Et ben, sur ces types de câbles-là, on n'a pas ce fameux système d'annulation de phase. Et donc du coup, c'est pour ça que vous aurez parfois sur certains appareils qui utilisent du RCA, vous aurez des parasites. Et là, en fait, quand vous avez ça, par exemple, sur une console de mixage et cetera, bah, vous avez en général, une table qui est de meilleure qualité puisqu'elle va, il y a un système qui permet de filtrer les parasites et donc c'est beaucoup plus, qualitatif pour la prise de son notamment. Ou même pour l'enregistrement, ça permet d'avoir, des petits bruits de fond en moins puisqu'ils sont annulés par l'annulation de phase. Voilà et ensuite, bah, là, lui, pareil, hein, il a sa bonnette. Alors là, c'est pareil, hein. Ce que je vous conseille grandement, bon là, la bonnette, c'est vraiment quand on voilà, mais sincèrement, si vous pouvez utiliser avec ce type de micro-là, pareil, ce machin-là, ce sera beaucoup, beaucoup plus qualitatif d'utiliser un voilà. Donc ça, c'est bon. Et je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il reste encore oh là oui. Il reste encore ça. Alors, ça, c'est de la RAM de PC portable. Donc c'est ce qu'on appelle de la SODIMM. Donc là, c'est 8 Go en DDR4 2666 MHz. Donc DDR4, c'est le format de RAM. 8 Go, c'est la capacité. Et 2666, c'est la fréquence. La fréquence à laquelle fonctionnent les puces de RAM. Ah, très bien. Impeccable. Super, ça c'est bien. Donc là, c'est de la vengeance. Celle-là, c'est des RZX. Je ne connais pas. Donc là, on a quoi? 8 Go aussi, voyons. Ah, celle-là, elle est encore toute neuve. Eh ben, dis donc. Et c'est combien, ça? 16 Go. Eh ben, dis donc. Purée. Et là aussi. 9. Waouh. Eh ben, dis donc. Super génial. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo présentation du colis vous aura plu. Donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail, comme je disais, chacun des appareils qu'on a vus. On verra s'il y en a qui sont en panne, que je ne connaîtrai pas les pannes, on essaiera de les réparer au besoin. Voilà. Donc bien sûr, je remercie grandement l'ancien propriétaire de ce colis. Un très grand merci à lui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. L'AIUS habituel comme toujours. Et un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de partager avec vous. Vous trouverez sur mon profil YouTube un lien pour pouvoir accéder à mon Discord si jamais vous souhaitez discuter de choses en particulier. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!